Alors j'ai habité ce quartier, j'ai habité à 2 rues d'ici pendant 11 ans. C'est un quartier que j'aime beaucoup, voilà, et que je connais très bien. Alors j'ai toujours trouvé étrange ce qu'on appelle une impasse de l'avenir. Ça m'a toujours paru... c'est exactement ce que je vis dans le film qu'on a fait. Hein. Oui, c'était... Je disais, vous habitez rue de l'Avenir. Quand ils sont venus s'installer, pour eux c'était un heureux présage. Oui. Ils auraient dû se méfier, la rue de l'Avenir est une impasse. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On peut pas... Enfin bon, bref. Mais c'était très bien. Oui, mais en même temps, si on imagine juste avant, la situation d'impasse, tout ça, ça devait grouiller de vie. Ah, c'était une cour de récréation. C'est ça. Ouais, c'est ça. Dans l'immeuble, il y avait d'autres personnes. Oui, il y avait d'autres personnes. Oui. Sauf que voilà, personne ne se souvient ni du nom, ni de ces gens, finalement. Les noms ils ont tous disparu. Là, ici, il y avait la famille Bronstein, maintenant qui a disparu, bien sûr. Là, qui habitait également au premier. Sinon, au troisième, il y avait également une personne qui a réussi à se sauver quand même. Puis au cinquième étage, il y avait quelqu'un aussi qui s'appelait Schultz, qui était... maintenant, les autres... dans la maison, il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont été embêtées, comme on va dire. Non, mais c'était pour savoir s'il y avait dans la rafle ce jour-là. Il y a une eau. Vu que dans le quartier, il y a eu plein de personnes, je me demandais si dans l'immeuble aussi. Dans l'immeuble, oui. C'était un quartier où il y avait j'ai eu beaucoup de copains qui ont été payés, c'est sûr. Allez-y, messieurs, dames. fait de la résistance. Bonjour à tous. Je vais être assez rapide. Je souhaite simplement vous remercier d'être là aujourd'hui. J'attache beaucoup d'importance au vivre ensemble. Et je pense que ma grand-mère y était également. Je voudrais juste faire une citation d'Élie Wiesel. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai voulu faire ce travail de mémoire. Le bourreau tue toujours deux fois, et la deuxième fois par l'oubli. Voilà. Je vais être très bref aussi. Je voulais simplement dire que j'ai vécu les 7 plus belles années de ma vie ici. On était très très bien dans ce quartier. Et puis est arrivée la rafle. Et parmi la soixantaine d'enfants qui allaient à la même école que nous, rue Olivier Mépras, nous sommes revenus à 4. Quant aux mères, aux mamans de ces enfants, sur la totalité, aucune n'est revenue. Et il y avait ma mère. Alors pourquoi aujourd'hui on lui rend hommage? Parce que ce n'était ni une héroïne de la résistance, ni une intellectuelle reconnue, ni méconnue, une scientifique, une femme politique. Non, c'était simplement une mère juive qui avait choisi la France, pays de la liberté, de Victor Hugo et de Charles Trenet. Elle adorait Charles Trenet aussi. Et alors, comme c'est la seule qui a eu des descendants, à savoir mes 2 frères, ma sœur et moi, elle a la chance donc d'être ici, même si on a du mal à la dévoiler, mais ça va venir, ça va venir. Elle a toujours été très discrète. Alors, elle est un peu le symbole de toutes ces femmes, mères juives ou jeunes filles, qui ont disparu dans l'enfer d'Auschwitz. Et c'est pour ça qu'on lui rend hommage. À travers elle, on rend hommage à toutes ces femmes. Enfin, je pense, c'est ce que je pense. Je voudrais donc remercier tous les gens qui sont ici, la mairie de Paris, Madame le maire du 20e, on dit la maire ou le maire? Ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave. Toute son équipe,
les habitants actuels de cette maison, qui ont la gentillesse de nous recevoir, et mon fils, qui est un peu la cheville ouvrière de cette manifestation. Voilà, tous les gens qui sont venus également, oui, je l'ai déjà dit. Et restons ensemble, restons groupés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'être là. La femme que nous honorons ce matin s'appelle Rachel Müller. Alors son nom, vous l'avez dit, n'est pas connu du grand public, elle ne figure pas dans les livres d'histoire. Et pourtant, sa vie tragique nous touche particulièrement parce qu'elle fait partie de notre histoire et elle raconte comment notre civilisation, celle dont nous sommes souvent si fiers et que nous avons jetée à la tête d'autres peuples, peut littéralement se désintégrer en abandonnant sa part d'humanité face à l'obstacle de la guerre et de l'occupation. Rachel Müller était juive, elle parlait le yiddish, elle n'était pas, j'ai cru comprendre, particulièrement croyante. Pour elle, pour nous, Rachel Müller est avant tout une habitante du XXe, elle aurait pu être notre voisine. Elle avait émigré depuis sa Pologne natale et sa région très pauvre de Galicie, où l'avenir était sans horizon. Rachel Müller s'installe à Paris en 1930 avec celui qui allait devenir son époux, juif polonais comme elle, Manek Müller. Logeant dans un premier temps rue des Envierges, que je connais bien aussi, Rachel et Manek Müller emménagent ensuite ici aux 3 rues de l'Avenir. Le 20e arrondissement, comme chacun sait, cosmopolite, populaire, est leur nouveau territoire où, malgré des difficultés matérielles indéniables et les préjugés dont sont victimes les membres de la dernière vague d'immigration juive des pays de l'Est, ils se plaisent et fondent une famille. Entre 1930 et 1935, Henri, Jean, Annette et Michel naissent ainsi de leur amour. Nés sur le sol national, leurs 4 enfants, comme vous nous l'avez dit, sont de vrais petits Français qui fréquentent le patronage, comme beaucoup d'enfants du 20e arrondissement. Et on constate que même à l'époque, on ne demandait pas aux enfants d'où ils venaient, quelle religion ils pratiquaient, si tant est qu'ils en pratiquaient une. Ils sont entassés dans le petit appartement de la rue de l'Avenir, mais la famille Müller s'épanouit dans un quartier où elle est parfaitement intégrée, heureuse, où elle apprécie ses voisins et elle est appréciée d'eux. La France va bientôt connaître l'euphorie du Front populaire et Rachel et Manek Müller se marient le 16 mars 1936 à la mairie du 20e et les lendemains à l'époque s'annoncent chantants. En effet, l'avenir semble meilleur, mais pourtant partout en Europe, la haine et le fascisme progressent. La guerre devient inéluctable. En septembre 1939, le vieux continent plonge pour longtemps dans le chaos d'une guerre atroce. S'ouvre alors, comme le dit Serge Klarsfeld, la page la plus noire de l'histoire de France. En juin 1940, le pays des Lumières sombre dans l'obscurité totale de l'occupation allemande et de la collaboration. Je tiens à préciser qu'au-delà de l'occupation allemande, c'était surtout une occupation nazie. Alors que la France fut la première nation à attribuer la pleine égalité de droits aux Juifs par le vote de l'Assemblée constituante en 1791, le gouvernement de Vichy promulgue la triste loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des Juifs. La marche infernale est enclenchée et un terrible crime va bientôt se dérouler. Le 16 juillet 1942, Rachel Müller et ses 4 enfants sont raflés à leur domicile par la police française, dont je rappelle la police française qu'elle a collaboré, mais surtout que le gouvernement de Vichy est allé au-delà des demandes du gouvernement des nazis, des forces d'occupation allemandes, et notamment pour ce qui était de la question des enfants. Marek, le mari, s'est caché dans le cagibi d'une concierge, averti la veille qu'une rafle se préparait. Mais pensant que celle-ci se limiterait aux hommes, la famille Müller, comme tant d'autres, n'imagine pas le degré de barbarie qui sera atteint. Arrêtés, Rachel Müller et ses enfants sont emmenés dans le centre de regroupement de la Bellevilloise rue Boyer. Nous avons réussi à poser une plaque après quelques années de conviction, de travail de conviction, notamment de Pascal Joseph et des associations concernées. Heureux événement malgré tout, Henri et Jean réussissent à s'évader le jour même. Ils retrouvent ainsi leur père et partent avec lui à quelques kilomètres de Paris. Rachel, Annette et Michel sont transférés au tristement célèbre Vélodrome d'hiver. C'est le sort des 13 152 juifs français et étrangers arrêtés par la police française les 16 et 17 juillet 1942, dont je tiens à préciser qu'un 5e habitait le 20e arrondissement. C'est pourquoi d'ailleurs je suis allée avec
associations de déportés, non seulement à Auschwitz, mais également au Vélodrome d'hiver, au mémorial du Veldiv, assez régulièrement. Malgré tous les efforts de Manek et l'aide précieuse d'une religieuse, sœur Clotilde, rencontrée au fruit du hasard, Rachel Müller est déportée le 7 août 1942 depuis la gare de Beaune-la-Hollande en direction d'Auschwitz. Ce sera son dernier voyage. Elle avait 33 ans. Quelques semaines plus tard, Annette et Michel réussissent à retrouver leur frère et leur père grâce à cette religieuse dont il faut saluer la mémoire. Mais jamais plus la famille Müller ne sera au complet. Il manque une mère. De cette histoire, de cet arrachement, Annette Müller, c'est con, hein? Annette Müller a fait un récit poignant qu'elle a intitulé « La petite fille du Veldiv ». À propos de son ouvrage et d'elle, Serge Klarsfeld a écrit que la Shoah lui a fait traverser, comme à beaucoup d'autres orphelins, des enfers dont ceux qui ont retrouvé leurs parents ou qui ne les ont pas quittés n'ont pas aidé. Même ceux qui ont survécu à l'enfer des camps ne se rendent pas compte de l'intensité du choc brutal et prolongé qui a frappé jusqu'à leur dernier souffle les orphelins de la Shoah. Non, effectivement, nous ne pouvons pas nous rendre compte de cette intensité, mais permettez-moi à l'occasion de l'inauguration de cette plaque d'avoir une pensée particulière pour ces enfants séparés de force de leurs parents et pour ces parents séparés de force de leurs enfants, tous victimes de la barbarie nazie. Au-delà du crime ignoble de la rafle du Veldiv, l'histoire de Rachel Müller est aussi celle du 20e arrondissement et de son peuple mélangé de toutes les origines, de toutes les confessions et qui proclame sa volonté de vivre ensemble. Rachel Müller est l'un des 1000 visages anonymes de notre arrondissement, perdu aux côtés des communards ou des résistants par les affres de l'histoire et dont l'encre sanglante s'est écrite jusque sur nos murs. Dans le 20e et aujourd'hui particulièrement, nous sommes toutes et tous des Rachel Müller. J'adresse mes pensées les plus fraternelles à la famille Müller et je les remercie, et en particulier M. Samuel Müller pour son investissement dans l'organisation de cet hommage. Je remercie également les copropriétaires de l'immeuble du 3 rue de l'Avenir d'avoir gentiment accepté notre démarche commémorative. Je remercie tous les habitants qui s'associent à notre cérémonie. Je suis navrée, je vous l'avais dit, j'ai trop de mémoire, moi, justement. Et puis, je suis aussi la maman d'un enfant de 4 ans et demi, donc, hélas, je me projette très facilement à cette époque et dans ces événements. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Et puis, je sais bien que vous ayez fait un film, parce que ça va permettre de prolonger le travail que nous avons fait. Et je remercie notamment les associations qui travaillent avec les écoles et les enfants du 20e, le comité de Tlemcen particulièrement, qui s'investit pour que tout ce que nous disons ne disparaisse pas et que ce soit entendu. Et merci beaucoup aux élus aussi de leur investissement dans tout cela. Je suis désolée parce que à la fois c'est une évocation triste et en même temps j'ai constaté que la famille de Mme Müller parvenait à conserver le sens de l'humour, je dirais beaucoup plus que moi, ce que j'admire profondément. Bravo à vous tous et toutes. Heureusement que le directeur général du service n'est pas là. Mesdames, Messieurs, Monsieur Pascal Joseph, adjoint à la maire du 20e, va vous donner lecture de la plaque. Ici, le 16 juillet 1942, Rachel Müller et ses 4 enfants ont été arrêtés par la police française lors de la rafle du Veldiv. Rachel Müller a été déportée et assassinée à Auschwitz. Mesdames, Messieurs, nous allons observer 1 minute de silence. Merci. Alors, mesdames, messieurs, très rapidement,
Vous avez évoqué, Michel, lors du film, que votre maman n'était pas française, même s'il avait souhaité le devenir. Madame la maire a rappelé qu'elle a habité ici, elle est donc enfant du 20e. Donc très symboliquement, je vais demander aux enfants de Rachel Müller de se joindre à moi. Michel. Et au nom de la mairie du 20e arrondissement, nous reconnaissons Rachel Müller comme l'enfant du 20e. Nous vous remettrons cette médaille qui sera gravée et que nous vous remettrons très prochainement. Voilà. Donc voici, vous savez, ce sont ceux qu'on a appelés les Français de préférence. Voilà, monsieur. Je vous embrasse au nom de la mairie du 20e et de son conseil municipal. Et bravo pour ce que vous avez fait et votre courage. Les choses se sont destinées un petit peu rapidement. Je m'en excuse auprès de la personne qui va venir nous rejoindre, à savoir Talila. Je l'ai contactée hier matin et j'avais envie, lors de cette cérémonie, qu'on puisse écouter cette belle langue qu'est le yiddish et qui a résonné dans ce quartier à l'époque. Et donc ça me semblait tout à fait important que Talila soit là aujourd'hui. Un peu de yiddish, un peu de poésie yiddish, car ça n'était pas seulement le yiddish du langage populaire, quotidien, qu'on devait beaucoup parler dans ces rues, mais c'est aussi la langue de grands poètes méconnus. Je vais donc interpréter un poème d'un poète qui s'appelle Itzik Manger, et c'est un poème qui dit « Quand l'aube s'épanouira, je m'en irai avec les nuages. J'en aurai fini avec mon travail d'homme et je m'en irai avec les nuages. Je me présenterai aux portes du ciel et je disparaîtrai avec la brume. Wenn's wird sich zu blühen am Morgen die Kreut, weil ihr gehen und vergehen mit den Worten. Zu meiner irdischer Mie wird genennen der Teut, und ich will gehen und vergehen mit den Worten. Wenn wir wollen, ihr Brüder, scheu mir nicht sein, will ihr gehen und vergehen mit den Worten. Ich höre mir Wanderer einer allein, will ihr gehen und vergehen mit den Worten. Bei die himmlischen Teuren will ich stehen und gehen und vergehen mit den Worten. Und will singen vor Gott wie einmal Huschein und gehen und vergehen mit den Worten. Was Schafer von alles und Haare von mein Selbst will ich gehen und vergehen mit den Worten. D'abord, je suis très content pour Michel, qui est un ami, donc, et dont je connaissais l'histoire. Il avait su me la raconter. Et je crois que c'est certainement grâce à lui que j'ai découvert certaines choses. Enfin, j'ai approfondi certaines choses que je connaissais, mais au travers d'un ami, on comprend parfois ce qu'a pu être sa douleur, et donc on comprend mieux peut-être ce qu'a été toute cette époque. Moi, j'ai été privilégié, j'ai eu une enfance privilégiée, et je n'ai pas souffert de ça. Je ne peux pas dire j'ai vécu la guerre et j'en ai pas souffert. Et j'ai compris en fréquentant après des garçons comme Michel ce que ça avait dû être. Et je suis content qu'on mette des plaques comme ça. Je crois qu'on devrait en mettre beaucoup plus dans Paris. Parce qu'on doit toujours se souvenir, on doit toujours se rappeler, ne jamais oublier. Parce que, comme le disait Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond, doit surgir la bête immonde. Non, écoutez, c'est indéniablement très émouvant. D'ailleurs, on a encore
le poids de ce qu'on vient de vivre. C'était très beau aussi. Et moi, je suis particulièrement sensible au fait que, comme ça a pu être répété à plusieurs reprises, votre grand-mère donc était pas forcément quelqu'un de médiatiquement connu, était quelqu'un d'assez effacé, comme ça a pu être dit. Je trouve bien aussi qu'on puisse rendre des hommages comme ça à toutes ces personnes qui incarnent finalement extrêmement bien ce qu'a été l'absurdité totale de cette guerre et de ce crime contre l'humanité, la banalité du mal, comme ça a pu être dit. Et moi, je suis vraiment sensible. Voilà, je pense que c'est bien qu'on rende aussi hommage à des gens qui auraient pu, comme l'a dit la mère, être notre voisine, être des gens comme vous et moi. Et je crois que je suis vraiment très très sensible à ça et je pense qu'on devrait le faire plus souvent pour contribuer à faire vivre ce travail de mémoire. Et j'ai aussi été très sensible à la citation d'Elie Wiesel que vous avez citée au début sur le bourreau qui tue 2 fois, la 2e fois par l'oubli. Et je crois que, y compris dans ma génération, on a une responsabilité particulière pour continuer à faire vivre ce travail de mémoire. Moi, je me pose beaucoup de questions sur que se passera-t-il quand les derniers survivants de ces époques-là auront disparu. J'ai une vraie crainte qu'on ait un effacement de cette mémoire collective. Et je pense que voilà, pour les gens de ma génération, on a une responsabilité vraiment très importante pour qu'on puisse continuer à faire vivre cette mémoire et la transmission. Je crois que cette question est vraiment importante. Là, on se trouve dans la cour de l'immeuble. Je voulais avoir votre ressenti d'abord sur cet événement aujourd'hui, et puis après, peut-être si vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous visiez en habitant dans l'immeuble. Quelques exemples, quelques anecdotes peut-être. Tu reconnais quand même? Ben oui, je suis venue il n'y a pas longtemps. Ah bon? Tu sais, j'étais pour un... Ah oui, d'accord, ouais. J'ai été filmée. Oui. Et ben, on était bien. On était très bien. Là, c'était notre fenêtre, des garçons et de moi. Et on dormait dans 2 lits. Moi, je dormais avec Michel. Ouais. Et mes 2 frères dormaient ensemble. Et mes parents, ils dormaient dans la pièce à côté. Ça faisait atelier, la pièce à côté. Il y avait les machines à coudre. Oui. Parce qu'il y en avait une, après 2. On mangeait sur la table de repassage. On repoussait, il y avait une table de repassage là où mes parents, ma mère et mon père dormaient. Et je me souviens qu'une fois, elle avait repoussé là où on pose le fer à repasser et elle a trouvé tous mes bouts de viande, parce que je détestais la viande. Alors je les planquais sous le fer. Et par rapport à cette cour, il y a une anecdote aussi, je crois, par rapport au cinéma, quand ils allaient au cinéma le soir. C'est Michel. Michel, le soir. Aussitôt qu'ils étaient partis, il se mettait à la fenêtre de la chambre et il baissait son pantalon de pyjama et il criait « Venez voir mon cul ». Et mes parents, ils rentraient, ils sont rentrés, c'est arrivé plusieurs fois, ils disaient « La police nous a appelés ». C'était Michel, le voyou de la famille. Il avait un culot terrible pour faire toutes les bêtises. Moi, je me souviens, à la guerre, à la déclaration avec ma mère, on a collé des papiers sur les vitres. Oui. Hein, on a collé des bandes de papier à cause des bombardements. Papier collant. Et tu sais, le souvenir que j'ai, c'est papa qui nous l'avait raconté, et moi, ça m'avait énormément frappé. Quand elle a vu la déclaration de la guerre, elle l'a lue, elle s'est mise à pleurer. Oui. Comme si elle pressentait ce qui allait arriver. Et mon père m'a souvent dit, je n'ai pas compris pourquoi elle a pleuré comme ça. Elle devait savoir que ça nous porterait malheur.